Voilà, il est minuit 8 et nous retrouvons maintenant Francine. Bonsoir Francine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Francine? Alors moi je suis près de Nancy, Près de Nancy, d'accord. Et quel âge avez-vous? 75 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors voilà, j'avais eu l'occasion de vous parler il y a à peu près un an, parce que moi je suis en conflit d'héritage avec mes frères. Oui. Voilà, depuis, mes frères ont engagé les hostilités à mon encontre à la mort de mon père. Et ça fait, mon père est mort en 1988. En 1988, quel âge avait votre père? Alors mon père avait 77 ans. D'accord. Mais bon, le pauvre, il a eu une vie de misère. Il faut dire que ma mère lui en a fait voir de toutes les couleurs. Moi, j'ai eu une mère, je vais même dire, je vais pas avoir peur de dire le mot. Moi, je la considère comme une abomination. Ah oui. Je sais pas si c'est normal, j'entends de l'écho dans le téléphone. Ah, on va essayer d'arranger ça en régie peut-être. Vous l'entendez beaucoup l'écho? Pas mal, oui. Votre Parce radio. que bon, je mets pas de haut-parleur, donc... D'accord. Votre radio n'est pas allumée non plus, hein? Ah non, non, non. Bon, on va essayer de régler ça, hein. Oui. Au fur et à mesure que nous allons parler, vous Oui, me direz oui. si ça s'améliore. Voilà, oui. Donc, une abomination, donc, cette maman. Ah, mais écoutez, j'ai eu une mère, franchement, elle a, enfin, bon, moi je ne savais pas comment elle était, si vous voulez. Bon, ben, moi j'ai vu avec mes yeux d'enfant et, à travers mon vécu. Mais je pensais, vous savez, que peut-être elle avait eu une vie pas facile. Bon, nous sommes 3 enfants et nous nous suivons à 1 an d'intervalle. Oui. Et donc je me disais, bon, peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais bon, j'ai su par ma tante, donc la sœur de ma mère, mais vraiment très très tard, ma tante avait plus de 80 ans. Elle m'a dit que ma mère avait toujours été méchante, que leurs parents n'avaient jamais pu en faire façon, que c'était vraiment quelqu'un de pénible, qu'elle avait fait du mal partout. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Sa sœur en pleura encore à plus de 80 ans, hein, c'est pour vous dire. Moi, mon père en a vu toutes les couleurs. Bon, déjà qu'il a, si vous voulez, mon père a eu une vie difficile parce que lui, il était de la campagne. Oui. Il était 10e d'une fratrie de 11. Oui. Mais les gens étaient courageux, hein, parce que quand je vois ma mère qui était déjà débordée avec 1 et 2, la mère de mon père avec 11 enfants, vous imaginez. Oui, et donc, du coup, en fait, votre Alors, papa mon s'était père, construit un peu à 77 pardon. ans. Il avait construit quelque chose, parce que Ah ben, généralement. mon père, alors là, je vais vous dire, lui, il était vraiment famille. Hein. Oui. Moi, j'ai eu un père en or, mais seulement le pauvre, il s'est abîmé dans l'alcool à cause de ma mère. Ah oui, d'accord. Parce que, alors ma tante m'a dit que ma mère avait tout fait pour avoir mon père. Et que dès qu'elle l'a eu, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Alors moi, mon enfance, si vous voulez, depuis toute petite, bon, j'ai découvert certaines choses par hasard. Bon, je sais, par exemple, la date de naissance de mon frère aîné. Bon, ma tante m'a dit qu'il était né au domicile de mes grands-parents. Bon, est-ce qu'il y avait déjà de l'eau dans le gaz entre mon père et ma mère? J'en sais rien. Enfin bref, toujours est-il, à ma naissance, alors donc on se suivait vraiment très rapprochés. 1 an moins 2 jours plus tard, je vois sur mon acte de naissance que encore ma mère était chez ses parents. Après est venu le 3e. Alors là, il y avait 1 an et demi d'écart. Bon, entre-temps, apparemment, mes parents s'étaient remis ensemble. Et finalement, ça n'a jamais été bien loin parce que toute mon enfance a été rythmée entre des allers et retours, entre le domicile conjugal et le domicile des grands-parents. Enfin, jusqu'en 49, bon, ça n'a pas été loin, je suis de 48, le grand-père est mort. Donc la grand-mère s'est retrouvée veuve, mais elle a travaillé ma mère toute sa vie. Hein. Et donc, la vie était intenable avec ma mère parce que, bon, elle était incapable de tenir un ménage, de laver le linge, de faire à manger, elle faisait rien. Tout ce que mon père ramenait du jardin du verger, eh ben, elle le vendait au marché pour faire de l'argent. Parce que vous comprenez, l'argent, c'est sans entretien. Oui. Faire à manger, tout ça, ça fait de la vaisselle, laver le linge et tout, c'est du travail. Hein. Voilà, donc ça a été comme ça tout le temps. Moi, j'ai subi des humiliations à l'école.
parce que j'étais vêtue de linge sale, évidemment. Vous imaginez, humiliée devant toute la classe. Ça vous marque pour la vie. Complètement, complètement. Alors, voilà. donc, à la mort de votre père... alors donc, moi, si vous voulez, en fait, à la mort de... Bon, moi, en fait, ma mère, elle a quitté le domicile conjugal après nos communions solennelles, et donc, elle nous a emmenés donc chez la grand-mère. Mais bon, chez la grand-mère, c'était trop petit, on dormait à 3 dans un lit. Moi, j'ai décidé de revenir vivre avec mon père à l'âge de 15 ans. Et donc, moi, j'ai vu tout de suite que mon père, c'était pas du tout ce que ma mère disait. C'est un homme qui était détruit, si vous voulez. Lui, le but de sa vie, c'était d'avoir un foyer. D'ailleurs, mon père faisait tout. Il avait fabriqué nos petits lits quand on était petits. Il faisait nos souliers, nos jouets. Il avait même fait pour mes frères une réplique de Bugatti à pédale, à l'échelle. À l'échelle. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, il m'avait fait... pardon, il m'avait fait en réduction les meubles du ménage, il me les avait fait donc à l'échelle, pareil. Et après, pour ses petites filles, il avait fait des chaises pour mettre les poupées, tout ça. Mon père avait de l'or dans les mains, il savait tout faire. Il fabrique tout. Mais en fait, il avait un métier quand même. En fait, il travaillait dans la police. Ah, d'accord. Voilà, mon père avait été motard un certain temps dans la police nationale. Oui. Et après, donc, quand il s'est marié, il a été reversé au corps, je crois. Mais ma mère lui a fait beaucoup de mal parce qu'elle l'a dénigré dans sa carrière. Mais le pauvre, vous savez, il se tue au travail. Bon, il travaillait au rythme des 3-8, c'est déjà dur. Et puis, après, il cultivait jardin et verger. Il se tuait au travail pour qu'on manque de rien. Mais quand il rentrait à la maison, qu'il trouvait... Bon, puis ma mère, elle était sale même sur elle. Donc, vous savez, quand vous avez une femme qui n'est pas propre, vous rentrez à la maison, c'est pas propre, le linge n'est pas lavé, et puis vous n'avez rien à manger, la soupe à la grimace, enfin tout. Moi, mon père, il appréhendait le retour, il s'attardait au bar, il s'est ruiné la santé, et il s'en est jamais remis d'ailleurs. Alors en plus, pourquoi mon père, était-elle il avait comme ça eu... Pourquoi était-elle comme ça avec lui? Mais parce qu'elle était méchante, c'est tout. Elle a toujours été comme ça. D'accord. Elle a empoisonné. Mais si je vous disais que notre grand-mère maternelle est morte à cause d'elle, Pourquoi? Parce qu'elle était méchante avec sa mère aussi? Ah mais c'est indirect. Mais je vais vous dire. Alors donc, bon, pour la petite histoire, mon père, si vous voulez, donc lui, il a été combattant volontaire dans la résistance. Il a été fait prisonnier sur la ligne Maginot. Il a été envoyé au travail obligatoire en Allemagne. Et il s'est évadé à 2 reprises. Et donc, il a été, à cause de ça, déporté aux confins de l'Ukraine dans un camp de représailles qui s'appelait Ravaruska, où les escadrons de la mort nazie ont débarqué. Ils ont tué tous les juifs du village. Ils ont fait raser le cimetière. Et ils sont allés dans le camp de prisonniers chercher des prisonniers qui tenaient encore debout, parce qu'il fallait voir les conditions de détention, ils n'avaient rien à manger et tout, pour leur faire casser les pierres tombales du cimetière juif pour empirer les routes. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, non, je vois parfaitement. Alors mon père a vu ça, je ne vous dis pas, des fois il était songeur, le pauvre. Ça faisait mal au cœur, parce que lui se sentait coupable d'être revenu. Il en a vu tellement mourir. Oui. Mais il était très sensible, mon père. Il vous en parlait? Non, il n'en parlait jamais? Pardon? Il n'en parlait jamais de ces souvenirs-là? Il ne pouvait pas en parler, personne ne l'écoutait. Non, mais il aurait pu s'en ouvrir à vous. Vous savez, quand ils sont revenus de la guerre, les gens n'avaient pas envie d'écouter. La vie avait repris, et puis voilà, quoi. Oui. C'était comme ça. Le pauvre, il a vécu dans une solitude encore. Bon, moi, ça va que je suis retournée vivre avec lui parce que, bon, il a eu quand même une vie de père. Et par la suite, donc, moi, quand je me suis mariée, après, j'ai eu une fille. Et donc, je lui ai confié ma fille quand elle avait 7 ans, quand il n'y avait pas école et pour les vacances, vous voyez. Donc, il a eu une vraie vie de père et de grand-père. Et vous me disiez donc que c'est l'alcool qui... Je ne vous entends plus. Là, vous m'entendez, là? C'est difficile. Vous me disiez que c'est l'alcool qui avait eu raison de lui? Oui, il s'est détruit carrément, le pauvre. Ouais.
Mais alors, vous savez ce qu'elle a fait, ma mère? Après nos communions, elle est retournée vivre chez sa mère. Donc, et elle a pourri les 10 dernières années de la grand-mère. Parce que ma mère, elle avait une, comment dirais-je, des sales manies. C'est qu'elle entassait les ordures et elle entassait l'argent. Vous voyez? Et donc, chez la grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transformé l'appartement de la grand-mère en dépôt d'ordures. Oh, Et incroyable. puis en plus, alors il n'y avait plus qu'une pièce qui était à peu près présentable. Elle recevait les enseignements des témoins de Jéhovah à domicile. Je vous dis pas la pauvre grand-mère. Vous connaissez ces gens-là, hein? Bah, c'est une maladie, hein, ça, d'entasser tout. Oui, oui, oui. Alors vous savez, figurez-vous que bon, mais elle avait fait déjà ça, au niveau quand elle était donc en ménage avec mon père. Hein. Elle a fait ça toute sa vie. Hein. Et alors donc la pauvre grand-mère finissait par elle fuyait de son domicile, donc elle allait s'asseoir, parce qu'en fait elle habitait près de la pépinière, donc à Nancy, donc elle allait s'asseoir sur un banc, et un jour sa fille cadette l'a trouvée là, elle lui a demandé ce qu'elle faisait là, et donc la pauvre grand-mère en mitouflée dans le froid et tout, et donc ma tante, hein, donc sa fille là, lui a proposé de venir passer ses journées chez elle. Mais ma tante, elle avait un appartement, c'était 3 pièces en enfilade, donc c'était une cuisine, une salle à manger, enfin même pas une salle à manger, une pièce intermédiaire et puis une chambre. Elle ne pouvait pas garder ma grand-mère chez elle. Donc la grand-mère, elle repartait chez elle pour dormir. Et donc, il fallait qu'elle descende les escaliers, qu'elle en remonte d'autres. Et ben, ce qui devait arriver arriva. Hein. La pauvre grand-mère, elle a fini par tomber puis ne pas s'en relever. Alors moi, disons que peu de temps avant, moins d'1 an avant, mon frère aîné s'est marié en 1971. Donc moi, j'ai profité de l'occasion unique qui se présentait que ma mère partait à la noce. Donc moi, je ne suis pas allée à la noce de mon frère. J'ai débarrassé les ordures de l'appartement de la grand-mère, j'ai nettoyé. Donc la grand-mère pensait pouvoir reprendre possession de son logement, puisqu'en plus elle payait le loyer, et ma mère vivait chez elle comme un parasite en fait. Et donc, mais malheureusement, ma mère est rentrée le dimanche soir, et moi j'avais mis tous les sacs d'ordures à la cave, parce qu'évidemment les éboueurs passaient pas le dimanche. Hein. Donc, donc moi, je devais passer le lundi matin pour sortir les sacs. Manque de bol, ma mère est rentrée. Elle a été rechercher toutes les ordures, elle a tout remonté. Ce qui fait que la grand-mère a été obligée de continuer ses allées et venues. Puis un soir, Ça a dû quand elle l'épuiser, votre regagnait son grand-mère, ça. appartement, la minuterie d'éclairage s'est coupée et la grand-mère est tombée. Oh, Alors là, elle s'est fait une fracture inopérable. En plus, elle avait le cœur pas solide, elle n'aurait pas supporté l'opération. Une fracture du pubis, c'est-à-dire, c'est un os qui relie la jambe au bassin, oui. ce qui fait que la grand-mère, elle ne pouvait plus du tout se tenir sur ses jambes. Et donc, elle est morte au bout de 3 semaines d'agonie. C'est moi qui suis allée la porter matin et soir pour les soins. Et donc, les matins, moi, je venais parce qu'il y avait 2 sœurs infirmières, mais comme il fallait être 2 pour porter la grand-mère, elle ne tenait plus du tout debout. Hein. Et donc, c'est moi qui y allais, j'ai anticipé mes congés. Et puis, les soirs, j'y retournais avec mon mari. Enfin, à l'époque, on n'était pas mariés, mais mon mari était amputé d'une jambe déjà. On portait la grand-mère à 2. Hein. Et alors, que se passe-t-il avec vos frères? Oh, bah alors là, c'est depuis que mon père est mort, parce que mes parents m'avaient fait donation d'un terrain. Oui. Et bon, au début, mes frères étaient d'accord et tout, parce que c'est moi qui m'occupais de mes parents. Moi, je m'occupais de mon père au quotidien, puis j'accueillais ma mère, parce que ma mère, après la mort de la grand-mère, elle est partie travailler en région parisienne. Enfin, quand je dis travailler, dame de compagnie. Hein. Mhm. Voilà, hein, parce que elle faisait rien chez nous. Je me doute bien qu'elle faisait rien ailleurs. Hein. Et quand elle est après, donc elle revenait de temps en temps quand elle était en vacances. Et comme mon frère cadet n'en voulait plus chez lui, eh ben donc elle venait chez moi. Alors donc moi, si vous voulez, mes parents m'avaient donné ce terrain-là parce que normalement je devais aller habiter plus loin. Et mon mari avait un terrain, mais c'était à 20 kilomètres. Et donc, j'aurais pas pu continuer à m'occuper de mon père. Et puis, ça aurait été compliqué pour ma mère de venir jusque-là, quoi. Et donc, moi, ça m'arrangeait aussi parce que le terrain était pas loin de mon lieu de travail et de celui de mon mari qui est amputé d'une jambe. Hein. Voilà. Donc, malheureusement, si vous voulez, moi, j'ai pas eu de chance non plus parce que j'ai connu mon mari, j'avais 20 ans.
un an après, il a donc eu une jambe amputée. Au niveau fémoral, hein, c'est pas une simple amputation. Vous voyez, il avait plus le genou. Hein. Alors c'était un drame pour lui, il était sportif. En plus, il exerçait un métier mécanicien d'usinage, donc c'est debout. Hein. Tourneur, fraiseur, tout ça. Donc ça a été très difficile. Hein. Et puis donc après, bon, on a eu une fille. On s'est marié en 73, on a eu une fille en 74. Et en 77, mon mari a eu une rupture d'anévrisme cérébral. Oui. Qui l'a laissé hémiplégique du côté gauche. Donc l'amputation à droite, l'hémiplégie à gauche. Alors c'est moi qui m'occupais de lui, je vous dis pas, moi j'ai tout porté à bout de bras. Hein. Oui, oui. Pendant qu'il était à l'hôpital, bon, on avait notre maison en construction. Et quand j'ai emménagé seule, j'ai trouvé toute la maison moisie. Parce qu'il y avait eu une fuite à la maison en eau. On a perdu la garantie du constructeur, enfin une catastrophe. On a endossé toutes les malfaçons. Je me suis battue pendant 10 ans, on n'a rien obtenu, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis donc le malheur a voulu en plus que bon notre fille, quand bon mon père est mort, ah oui, alors je me suis battue 10 ans pour la maison, hein, on avait emménagé en 78, donc je me suis battue dans la limite de la durée des garantie décennale 10 ans, et au bout des 10 ans, mon père est mort. Et alors là, ça y est, ça a été la bagarre avec mes frères. Ma fille, qui avait grandi auprès de son grand-père, est tombée gravement malade. 2 mois après, on a découvert qu'elle avait une terrible maladie. Et là, je suis repartie pour 14 ans à courir des hôpitaux à Nancy, à Créteil, à Paris. C'était très, très dur. En plus, j'avais une activité professionnelle puisque mon mari, bon, c'est pas ce qu'il avait comme indemnisation. Hein. Il ne pouvait plus travailler du tout. Hein. Enfin, j'ai eu la vie vraiment très, très dure. Et puis, ça a duré. Bon, à la mort de mon père, on a fait comment dirais-je, pour sa succession, il y a une convention qui a été signée. Et donc, cette convention nous faisait obligation d'entretenir la maison familiale. Et mon père avait laissé de l'argent, pas mal, de placement. Et donc, ça a été dévolu, l'argent a été dévolu à l'entretien de la maison, au prorata de la part reçue par chacun. Mais seulement mes frères, quand il s'est agi d'entretenir la maison, ça a été la levée de bouclier. Ils n'ont jamais voulu entretenir. Ils ont tout laissé se dégrader. Ils ont gardé l'argent pour eux. Ma fille, bon, elle s'en rendait malade parce qu'elle a vu la maison partir en ruine. Et puis, ma fille, bon, elle avait une maladie très grave. Hein, elle a perdu la vue. Puis, elle s'est paralysée. Hein, elle a terminé. Enfin, la pauvre, c'est un calvaire. Hein, elle est morte à 28 ans, en 2002. Elle est tombée malade à 14 ans. Ça a été une catastrophe. Et puis, après, moi, si vous voulez, la guerre a continué avec mes frères. Hein, ça ne s'est pas arrêté pour autant à la mort de ma fille. Hein. Et en fait, ma mère est morte en 2019. Et alors, moi, j'étais en froid avec mon frère cadet parce que ma mère avait fait une chute du haut d'un escalier à cause de lui parce qu'il avait démonté la rampe. Alors, vous savez, un pompier qui démonte les rampes, faut déjà le faire. En plus, mon frère avait laissé, il y avait eu la tempête de 99, il y a des tuiles qui étaient parties, parce que mon père avait fait une belle petite maisonnette au fond du jardin, les tuiles sont parties, mon frère a tout laissé, la toiture éventrée, un pompier qui laissait toiture éventrée, vous voyez le genre. Après, ça a été le jardin de mon père, c'est devenu une forêt vierge, enfin, c'est atroce. Moi, j'ai vu tout partir en ruine. Hein. Moralement, c'est dur. Hein. Mon père s'est donné tellement de mal. En plus, il a laissé de l'argent pour ça. Ça a été une catastrophe. Et donc, en janvier 2019, ma mère est morte. Et donc, à 97 ans. Hein. Et donc, moi, j'étais en froid avec mon frère cadet depuis que notre mère était tombée. Pendant 12 ans, je ne lui ai pas adressé la parole. Mais bon, quand ma mère est morte, mon mari est en fin de vie. Hein. Donc moi, j'ai pas fait d'histoire. En plus, j'étais épuisée, moi, parce que j'étais sur le pont jour et nuit, moi, parce que mon mari, c'était très dur. Hein, c'est moi qui le levais, qui le lavais. Puis vous savez, même quand on a de l'aide, les aides, ils passent que quelques minutes. Hein. Donc voilà. Et donc j'ai pas fait d'histoire. Moi, je me suis montrée conciliante avec mes frères. Et puis donc mon mari est mort 6 mois après. Et donc mon frère cadet, à l'époque, s'est montré très présent après la mort de mon mari.
Et donc, moi, je me méfiais pas. Je pensais que les choses allaient s'apaiser parce que il avait quand même tenu des propos menaçants au bord du cercueil de notre mère. Ah Hein. bon? Ah oui, 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 parce que figurez-vous, pendant 12 ans, je ne lui ai pas adressé la parole. Et la première fois que je l'ai revue, c'est quand j'ai rejoint mes frères donc pour la mise en bière de ma mère. Et donc, mon frère était à côté du cercueil, et donc le frère cadet. Donc, les premiers mots que je lui ai dit, moi j'ai prononcé des mots d'apaisement. Hein. J'ai dit la mort de notre père nous a divisés. J'espère que celle de notre mère va nous rassembler. Et mon frère a répondu 3 mots. Il a dit c'est à voir. Vous Donc, imaginez? ouais, c'est C'est à voir. Hein, bon. ouais, déjà Voilà. le Alors mauvais après, esprit. voilà. Alors après, c'était la cérémonie. Bon, donc l'heure n'était pas à faire des histoires non plus. Et puis bon, moi j'ai laissé passer. Je me suis dit, de toute façon, on ne va pas recommencer à se battre. Bon, je me suis dit, moi j'ai jamais désespéré. Je me disais, bon, ça finira par s'arranger. Voilà. Et puis, donc mon frère, après, mon mari est mort. Donc mon frère, il m'a accompagné pour les démarches, mais c'est moi qui ai tout fait parce que j'avais quand même, moi j'ai l'habitude de tout faire. Hein. Moi j'ai tout porté à bout de bras dans ma vie toute seule. Hein, il m'a pas aidé. Donc là, après, bon, ils m'ont invité plusieurs fois. Et vers la fin de l'année, j'ai remarqué, enfin, c'était au mois de décembre, un peu avant mi-décembre, j'ai remarqué que mon frère redevenait méchant d'un seul coup. Je leur avais acheté des cadeaux pour la fin de l'année, j'avais même hésité à leur donner du coup. Et j'ai pas fait le rapprochement parce qu'il y a un événement qui s'est passé, en fait, qui s'est passé début janvier, c'est que il y avait le mari de ma cousine Germaine, donc voilà la fille de la sœur de ma mère, qui avait donc son mari qui était en conflit d'héritage avec un frère, pareil pour des histoires depuis la mort des parents, et le frère est mort. Et donc moi j'ai pas, quand mon frère s'est montré pas gentil, j'ai pas fait le rapprochement sur le coup. Et bon, moi je me suis dit de toute façon, bon, je leur ai donné les cadeaux quand même. Bon, après, j'ai passé la fin de l'année toute seule, mais moi, j'ai l'habitude d'être seule. J'ai toujours été seule. Vous savez, quand on est avec des personnes handicapées, tout le monde fait demi-tour. Hein. Oui, oui. On nous fuit, tous les amis s'en vont, il n'y a plus personne. Alors donc, bon, j'ai passé Noël, Nouvel An. Et puis, mi-février, je me suis paralysée d'un seul coup. Ça m'a pris comme ça. J'ai senti mes jambes qui s'engourdissaient un dimanche. Et je disais, c'est pas normal parce que bon, moi je suis active et tout. Alors oh là là, j'ai téléphoné au médecin de garde, enfin au cabinet médical de garde. On m'a pas prise au sérieux. On m'a dit que c'était peut-être passager, enfin l'interlocuteur m'a dit, je vous sens anxieuse, vous n'avez pas Lexomil, prenez Lexomil. Et puis vous vous couchez, et puis ça se trouve demain vous n'avez plus rien. Oh là là. Alors moi je me suis dit. Je voyais bien que c'était pas normal. J'ai dit, je vais appeler mon frère, hein, donc pompier, puisque Oui, bon, comme je lui reparlais. oui. Donc je l'ai appelé, il m'a dit, il était en voiture, il revenait de chez des amis. Il me dit, on vient tout de suite. Puis quand ils sont arrivés, ma belle-sœur n'a même pas attendu qu'ils descendent de la voiture, c'était elle qui est rentrée la première. Elle m'a parlé sur un ton désagréable. Oh là là. Elle m'a dit, vous êtes encore debout? Oh là là. Et puis mon frère est arrivé, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, voir, voilà, moi j'ai l'impression que je suis en train de me paralyser, mais bon, moi j'ai vu mon mari paralysé 42 ans, je sais ce que c'est. Hein. Et donc, puis j'ai dit, j'ai téléphoné chez le cabinet de garde, ils ne me prennent pas au sérieux. Alors, j'ai dit, mon frère, il me dit, ils m'ont proposé de passer à la consultation pour que je sois rassurée. Il nous reste 5 minutes. Pas rassurant. Il nous reste 5 minutes, Oui, Francine. oui. Donc, Alors, voilà. Alors, donc, moi, finalement, mon frère, j'ai dit, il vaudrait mieux aller à l'hôpital. Mais oui. ma belle-sœur n'a pas voulu. Et ce qui fait qu'il aurait fallu que je sois prise en charge en urgence et Tout de opérée suite, oui. rapidement. Mhm. Parce que j'avais des compressions nerveuses dans les vertèbres. J'ai été opérée beaucoup trop tard. Hein. J'ai été opérée 1 mois et 3 jours après, il était trop tard. Donc maintenant, je suis paralysée, je suis seule chez moi. Donc, toujours en guerre avec mes frères. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais engager une procédure pour sortir d'indivision. Donc, j'ai engagé la procédure, mais ça traîne, ça traîne. J'en suis déjà pas mal, 4 800 € de frais d'avocat. J'ai dit tout à l'heure, ça va me coûter plus cher que ça va me rapporter.
Puis comme c'est mes frères qui détiennent tout, bah, ils vont freiner, hein, vous pensez bien, si je peux mourir dans l'intervalle, parce que ces messieurs-dames ne me parlent plus. Ah, ils ne veulent plus vous parler là, c'est Ni fini. leurs enfants. Ah ben non, mais ça y est, ils m'ont tourné le dos direct. Parce que mon frère aîné, quand ma mère était tombée du haut de l'escalier, il m'avait reproché de ne pas avoir appelé notre frère pompier parce que ma mère m'a appelé moi, je l'ai emmené aux urgences et tout ça. J'ai pris ma mère 3 semaines chez moi. Il m'a reproché de ne pas avoir appelé mon frère pompier. Donc moi, je me suis dit, bah, la prochaine fois qu'il arrivera quelque chose, je l'appellerai. Donc je l'ai appelé pour moi, je me retrouve paralysée. Oui, Moi. mais dites, il n'y avait pas aussi une histoire de bar Oui, qui avait alors été attendez. démontée de l'escalier et donc volontairement, et donc votre mère avait chuté pour ça. Oui, oui. Ça n'a Ah pas ben, fait des histoires, tout ça? Pardon? Ça a dû faire des histoires, tout ça. Ben non, mais parce que moi j'ai écrit à mon frère, justement, à mon frère aîné, parce que le cadet, déjà, lui, il était en guerre. Moi j'ai dit à mon frère aîné que ça faisait 15 jours que notre mère était chez moi et il ne se bousculait pas pour remettre une rampe. Et donc j'ai dit, cet événement ne vous a pas, comment dirais-je, ne vous a pas mobilisé. Et c'est là qu'il m'a répondu, une vraie volée de bois vert en me reprochant de ne pas avoir appelé mon frère pompier, qui savait secourir, qui pouvait faire venir des moyens. Alors donc, il m'a remercié du bout des dents d'avoir secouru notre mère, mais après, il m'a adressé une volée de bois vert où il rejetait tout l'entretien de la maison familiale sur moi, comme si j'en avais pas déjà assez sur le dos. Voilà. Et donc, mais alors, maintenant, pour en revenir plus loin, donc ça fait 3 ans et demi que je suis comme ça, paralysée, je suis clouée chez moi, c'est fini, je ne sors plus du tout, moi. Vous Et avez vous ça êtes, encore pire, et pire vous êtes toute qu'Émilie, seule, hein. donc plus personne ne Ah s'occupe ben de moi, je vous. suis toute seule, ma fille est au cimetière, hein. Et donc, comment vous faites pour faire vos courses et tout ça? Ah, Vous avez des alors aides? j'ai pris un contrat, j'ai signé un contrat avec une association d'aide à la personne. Et donc, tous les 15 jours, il y a quelqu'un qui vient me chercher, et donc qui m'emmène avec le fauteuil roulant, voilà, pour pouvoir acheter du frais, parce que bon, le reste, on peut encore trouver. Mais c'est très, très difficile. Oui, je me Mais doute. bon, déjà, j'ai jamais su ce que c'était que des vacances. Je pouvais pas sortir avec mon mari, puisque jamais de spectacle, jamais rien. 7 mois et demi après sa mort, je me paralyse, ce qui fait que c'est terminé. J'ai ma voiture devant la porte, je ne peux plus la conduire. Bon, bah maintenant, c'est bon. Bon, j'essaye de me débrouiller comme je peux chez moi parce que je peux pas non plus. Bon, c'est mortel de rester à rien faire. J'essaye de faire certaines choses, mais bon, ça m'arrive de tomber. Je peux même pas me relever. Je vous dis pas, je suis obligée d'appeler les pompiers. Alors quand je leur dis que c'est à cause d'un pompier que je suis dans l'état Ah là, bah ça oui, non, plaît mais pas. faut pas trop que vous leur disiez ça. Parce Mais je que, m'en fiche. oui. Vous savez, après tout, il ne faut pas se taire non plus. Vous savez, hein, moi Non, je je pleure dans comprends, mon mais... coin, mais ça va 5 minutes. Mhm. Mais alors maintenant, voilà pourquoi ce que je disais, donc le nouveau, c'est que maintenant, bon, donc ma tante est morte, donc la sœur de ma mère, hein, Oui. elle est morte, donc ma mère est morte en janvier, ma tante est morte en août de la même année, ce qui fait qu'elles sont mortes au même âge. Ma mère n'avait pas eu ses 98 ans, mais ma tante venait d'avoir ses 97 ans. Et alors, tenez-vous bien, voilà que 4 ans après, maintenant, c'est ma cousine Germaine, dont le mari était en conflit avec son frère, donc qui est mort il y a 4 ans au mois de décembre. La voilà qui fait des histoires. Elle m'écrit une lettre parce que voilà, au téléphone, figurez-vous qu'elle a récupéré les affaires de sa mère quand sa mère est morte et elle est tombée sur une photo de ma mère et de sa sœur quand elles étaient enfants. Et ma mère, elle avait le teint beaucoup plus foncé que, que sa sœur. Et donc, ma cousine s'était mise dans l'idée que la grand-mère avait fauté. Je vous dis pas, elle m'appelle, elle me fait une crise au téléphone en me disant ça. Enfin bref, moi je comprenais pas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Puis ma grand-mère, c'était quelqu'un de sérieux. Elle s'est mariée à 34 ans, il y avait eu la guerre de 14. Le grand-père était au front, enfin vous voyez. Hein. Oui. Et Alors, puis après, bon, on n'a plus qu'une oui, minute. oui, Donc, oui. Alors, en grandissant, ça se voyait plus du tout parce que j'ai une photo des 2 sœurs jeunes filles, ça se voyait plus. Mais alors maintenant, ma cousine me fait des histoires parce que, donc, à propos de la grand-mère, elle dit que sa mère était la bête noire de ma mère, elle dit que sa mère n'était pas désirée par la grand-mère. voilà, Et là, vous avez affaire à un panier de crabes, hein, ma oui, pauvre. alors attendez, j'ai oublié de vous dire le principal, c'est que vous savez qu'une fois que j'ai été paralysée, bon, vous savez ce que mon frère m'a dit?
Non. Il m'a dit, à propos, parce que nous, il reste des terrains de mon père à l'héritage, et donc c'est la guerre pour ça. Deux terrains en zone rurale, bon, c'est pas qu'ils ont une grande valeur, parce qu'ils ne sont pas constructibles. Il y en a un qui est enclavé, et l'autre, il est inondable. Et donc, ils se battent pour ça. Et tenez-vous bien, il m'a dit que ça se passerait entre lui et moi, comme ça s'est passé entre le cousin, donc le mari de ma cousine, et son frère qui est mort. Oui. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ah bah ça, ce sont des menaces. C'est des menaces, Bah oui, carrément. bah oui, ce sont des Voilà, menaces. voilà. Ouais. Oh non, Ben, mais c'est honteux. écoutez, Alors, ma en tout cousine, cas, elle m'a piqué. je vais vous dire, ma chère Francine, ce qu'il faut, c'est que vous ne vous embêtiez pas trop avec tout ça. Moi, je pense que vous avez bien assez de soucis comme ça pour vous en rajouter un peu plus. Moi, je pense que ce qu'ils veulent, à force de vous chercher comme ça, des poux dans la tête, c'est arriver à vous faire tomber encore plus malade, plus inquiète. Et finalement, je pense que ces personnes lorgnent sur votre maison, lorgnent sur vos biens. Et que voilà, il faut absolument que vous fassiez attention à un truc, c'est que ces personnes ne vous mettent pas sous tutelle ou sous curatelle. Vraiment, soyez attentive à ça et restez concentrés là-dessus spécifiquement, parce que vous avez l'air d'être encerclé. Alors, je vous souhaite bien évidemment plein de courage et je vous embrasse très fort.